Bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir, cette question, la Libye est-elle au bord de la guerre civile? D'un côté, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale dont le chef appelle au dialogue pour sauver le pays du conflit. De l'autre, les troupes du général Khalifa Haftar, chef proclamé de l'armée liée au gouvernement basé dans l'Est libyen et qui se sont emparés ces derniers jours des terminaux pétroliers libyens. Regardez. Le croissant pétrolier libyen. Une région qui concentre l'essentiel des infrastructures économiques du pays. Des forces loyales au général Haftar, basées à l'Est, se sont emparées ce lundi d'un troisième terminal pétrolier dans cette zone stratégique. Nos forces armées ont pris le contrôle du port de Zouetina et l'ont sécurisé complètement. Dimanche, les troupes commandées par le général Haftar s'étaient emparées du port d'Al-Sadra et de Ras Lanouf. Ils ont aussi conquis celui de Zouetina, à l'Est. Les gardes des installations pétrolières contrôlent toujours le port de Brega. Celui-ci est toujours la prochaine cible des forces de général Haftar. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli appelle les forces loyales à défendre les ports contre les autorités de Benghazi. Ce revers complique un peu plus la tâche du gouvernement d'union. Depuis 4 mois, les forces gouvernementales mènent une bataille acharnée pour reprendre le contrôle de la ville de Sirte aux mains du groupe État islamique. Et on en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Roumiana Ugarchinska, journaliste d'investigation qui rentre de Libye. Vous venez de passer 2 ou 3 mois. Vous êtes en plus auteur de Pour la peau de Kadhafi, guerre, secret et mensonge. On est ravis de vous recevoir. En plateau également ce soir, Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions militaires et de défense, auteur aussi du blog Secret Défense. En plateau également ce soir, Mathieu Ozano, qui est chargé de la prospective au Shift Project, ce groupe de réflexion sur la transition énergétique, auteur également de L'or noir, la grande histoire du pétrole. Bonsoir. Bonsoir. Et en plateau avec nous aussi Bélig Nabli, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de Géopolitique de la Méditerranée. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Roumiana, c'est la première fois, on regardait à l'instant ces images la prise de ces puits pétroliers, ce croissant pétrolier, c'est la première fois que les troupes de l'Ouest s'affrontent directement aux troupes du général Khalifa Haftar. Est-ce que vous pensez que nous sommes véritablement au bord d'une possible guerre civile en Libye? Absolument pas. On n'est pas au bord d'une guerre civile et quand on parle de troupes ouest et est, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Les gardes pétroliers ne sont pas des troupes, ce n'est pas une partie des forces gouvernementales de l'Ouest qui n'existe pas encore. Mais elles sont en formation. De la milice dont il s'agit d'une milice qui, elle, pour le coup, s'est emparée de ces ports il y a 3 ans et qui bloque régulièrement les exports pétroliers de la Libye, ce qui a contribué à plonger le pays dans des crises financières et économiques récurrentes depuis ces 3 dernières années. Cette milice qui s'appelle donc les gardes pétroliers, qui est dirigée par Jadran, qui a eu quelques ennuis avec la justice par le passé avant de devenir chef de milice, a bloqué à plusieurs reprises et a tenté par elle-même d'ailleurs, tout à fait illégalement, d'exporter du pétrole. La communauté internationale s'en était émue il y a 2 ans et un bateau américain était parti en urgence intercepter cette exportation illégale. Donc aujourd'hui, ce chef de milice qui parfois fait allégeance au gouvernement élu d'Ali Zidane précédemment avant de lui bloquer les exportations, puis est allé voir le général Khalifa Haftar, puis est allé voir le gouvernement de l'ONU, et tout simplement quelqu'un qui fait du chantage, puisqu'à chaque fois, il demande des millions pour sa garde pétrolière afin de sécuriser les ports. Et c'est une forme tout à fait officielle et admise de raquette. Il est curieux que le représentant de l'ONU soit allé le rencontrer. Alors, pourtant, Bélig Nabli, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, le gouvernement d'union nationale ne peut pas accepter que les troupes du général Haftar maintiennent le contrôle de ces sites qu'ils ont pris. Je dirais que c'est juste le prolongement de l'absence ou d'une donnée structurelle depuis le début du chaos en Libye, à savoir qu'il n'existe pas de pouvoir central, de pouvoir politique qui exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national libyen. Et cette incapacité-là des Libyens
depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, c'est aussi finalement une des conséquences de l'intervention militaire occidentale. C'est-à-dire qu'on a pensé notre intervention, mais on n'a pas imaginé et préparé l'après-intervention. D'une certaine manière, ça pouvait résulter d'un geste de reconnaissance de la souveraineté libyenne, sauf que malheureusement, il n'y avait pas de structure politique prête à assumer une telle charge, une telle responsabilité historique et politique. Et le résultat, donc, c'est qu'on est face à un éclatement des forces, je dirais politiques, mais derrière, il y a aussi des réalités à la fois tribales, communautaires, et des enjeux financiers et pétroliers qui font que finalement, il sera difficile pour toutes ces forces, même lorsqu'elles sont reconnues par la communauté internationale, d'incarner le futur de la Libye au singulier. En tout cas, ce dont on se rend compte ce soir avec ces prises des puits pétroliers ces derniers jours par les troupes du général Haftar, Jean-Dominique Merchet, c'est que ce gouvernement d'union nationale que l'ONU, que la communauté internationale avait souhaité voir prendre le dessus, pouvoir amener un peu de stabilité dans ce pays. On entendait parler du chaos dont il souffre depuis maintenant près de 5 ans, puisque c'était en octobre de cette année, ça fera 5 ans que Muammar Kadhafi est tombé. On se rend compte en fait que ce n'est pas ce gouvernement d'union nationale qui va pouvoir assurer la gouvernance de la Libye. Écoutez, vous posez la question de savoir si la Libye est au bord de la guerre civile. Je vous répondrai volontiers que la Libye est, depuis 5 ans au moins, dans la guerre civile. Et j'irais presque dans des guerres civiles. Tellement la décomposition politique du pays et la décomposition militaire, puisque tout le monde affronte un peu tout le monde aujourd'hui. Alors on voit effectivement, vous avez raison de le souligner, 2 gouvernements. L'un est reconnu par la communauté internationale, y compris par la diplomatie française, on le soutient, et l'autre, qui est un gouvernement qui prétend incarner une autre légitimité, celui de ce général Haftar, qui est soutenu par d'autres pays, en particulier par l'Égypte et par les Émirats arabes unis, et aussi par la France, parce que on a découvert comme ça, lors cet été, que des gens de la DGSE, des services secrets français, embarqués dans un hélicoptère, avaient été abattus, alors que la France soutient un gouvernement politiquement et elle soutient un autre gouvernement militairement. Donc on est, à vrai dire, dans un chaos politique absolument sans issue, soyons honnête de le reconnaître. Ça dure depuis 5 ans, ça va continuer comme ça pendant un certain temps. C'est vrai qu'on ne voit absolument pas quelle issue il peut y avoir. Et avec, on a le rappel à l'instant, une communauté internationale profondément divisée également sur le sort de la Libye, sur ces 2 gouvernements. La Libye, c'est un petit peu notre petit Irak à nous. Il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir en Grande-Bretagne à propos de la politique de Cameron, de l'ex-premier ministre Cameron, qui a été à l'initiative de l'intervention occidentale, en tout cas européenne, en Libye, la France qui était avec Nicolas Sarkozy. On a laissé les choses en plan à partir au moins de 2012. On trouve beaucoup de parallèles avec le chaos qui a été généré par l'intervention américaine en Irak en 2003. Une intervention, alors je n'irai pas jusqu'à dire hâtive, mais en tout cas dont la légitimité est contestée aujourd'hui, y compris par des parlementaires britanniques, et derrière une absence de suivi qui aboutit à la situation de chaos constant jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que, si je puis me permettre, s'il y a une absence de suivi, c'est vrai qu'il y a une absence de suivi, mais c'est quand même d'abord de la responsabilité des Libyens qui n'en ont pas voulu. Il ne faut jamais oublier cet élément. Les Libyens, quel que soit leur groupe, quel que soit leur parti, ont toujours refusé que les Occidentaux ou les étrangers viennent se mêler de leurs affaires, sauf pendant ce moment très particulier de la chute de Kadhafi. Et ensuite, où les populations de Benghazi, on se souvient, craignaient d'être massacrées chez nous, et on ne veut pas de vos conseils, on ne veut pas de vos conseillers, on ne veut pas de votre assistance. Donc c'est vrai que nous avons une responsabilité d'avoir un peu activé les choses. Quand même, la responsabilité première
elle est en Libye, elle est chez les Libyens. Ne nous flagellons pas des maux dont nous ne sommes pas complètement responsables. Justement, pour en revenir à ce que M. Merchet a dit sur la division et sur la perception qu'ont les Libyens de cet interventionnisme occidental, il faut quand même revenir à cette disparité et à cette présentation de la réalité libyenne par nos propres yeux. Il y a 2 gouvernements, 2 partis, mais si en Libye, tout le monde s'oppose autant au règlement du conflit, c'est qu'on voit quand même l'intervention étrangère dans tout le dossier politique libyen et dans les négociations qui sont menées pour essayer de réunir 2 partis. Or, ces 2 partis, qui les a divisés? La communauté européenne, qui a absolument voulu créer un gouvernement d'union dans lequel on fasse entrer aussi bien des représentants des frères musulmans que des groupes islamistes qui ont pris donc le contrôle de Tripoli par les armes il y a 2 ans, etc. Donc c'est une volonté qu'une majorité de Libyens refuse. Par ailleurs, ce gouvernement qui leur est proposé est rejeté par une partie des Libyens, non seulement parce qu'il s'oppose entre Est et Ouest, mais également parce que le casting de ce gouvernement a été fait par des tractations dans les couloirs feutrés des palaces au Maroc et en Tunisie, par le choix de quelques happy few qui ont été choisis uniquement par la communauté internationale et le représentant. Donc, ils ont un sentiment d'injustice né du fait que Fayez al-Sarraj, pour eux, donc est quelqu'un de choisi n'a par aucune légitimité. C'est quelqu'un qui est choisi par l'Occident et il n'aura de légitimité qu'au moment où le Parlement élu. Monsieur Merchet disait que le gouvernement de l'Est tire sa légitimité de Haftar. Pas du tout. C'est un gouvernement qui a été élu par un Parlement élu et reconnu par la communauté internationale. Bien entendu. Entre-temps, il y a eu un autre Parlement d'élus. Non. Il y a eu un Parlement élu en 2014. Oui, 2 choses. Premièrement, je suis d'accord avec l'idée suivant laquelle les Libyens doivent assumer leur part de responsabilité, c'est leur pays, et à eux de trouver finalement les éléments d'un consensus national qui est aujourd'hui introuvable et un peu utopique. Mais c'est à eux de le trouver. Le problème, c'est que les acteurs nationaux, les acteurs locaux sont eux-mêmes plus ou moins des instruments de puissance régionale et internationale. C'est assez classique, mais il faut aussi le rappeler ici. Certaines de ces puissances ont été citées. Et puis enfin, d'accord pour la répartition des responsabilités, mais ne pas oublier notre part de responsabilité historique. Je veux dire, la manière dont on est intervenu rappelle finalement un temps ou une époque d'un autre âge. Je veux dire, c'était primaire, c'était une intervention déjà en violation, pratiquement la résolution onusienne 1973, qui appelait à protéger la population civile, la responsabilité à protéger, mais qui n'appelait pas et ne justifiait pas la fin du régime. C'est la lecture biaisée de cette résolution, de ce mandat onusien par Nicolas Sarkozy à l'époque, Cameron et Barack Obama, qui a finalement enclenché le basculement dans finalement cette intervention où la violence armée a pris le dessus sur la construction politique. Et c'est ce qui est souligné notamment dans le rapport parlementaire britannique qui vient d'être publié. C'est que finalement, et je peux vous le dire d'emblée, ça va faire beaucoup de bruit, y compris dans notre espace politique national, à savoir que finalement, les véritables raisons pour lesquelles nous sommes intervenus étaient très loin de la protection de la population civile, y compris de Benghazi, que finalement, il y a eu, certes, des intérêts nationaux et franco-français notamment, l'accès au pétrole dont on parle aujourd'hui, qui était déjà souligné à l'époque, oui. Mais ça, d'une certaine manière, c'est assez normal dans le jeu des puissances, dans le jeu des relations internationales. Je veux dire, il n'y a rien de choquant, il ne faut pas basculer non plus dans une lecture moraliste. Par contre, il est souligné d'après des sources issues des services secrets français et les échanges qui ont eu lieu à l'époque avec le conseiller d'Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État américaine à l'époque, eh bien, Nicolas Sarkozy avait déjà à l'esprit un calcul électoraliste à travers l'intervention en Libye. Et là, pour le coup, ce n'est plus l'intérêt de la France qui est en jeu, ce sont des intérêts et des jeux personnels qui, aujourd'hui, sont payés par les Libyens.
Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre de la part. Enfin, si on se focalise 2 secondes sur la perspective française, les arrière-pensées électoralistes de la part de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, c'est plutôt ça qui est normal. Les arrière-pensées pétrolières, si effectivement elles sont tout à fait naturelles quand on a la perspective de quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique, elles sont néanmoins, je dirais, au moins discutables. Mais vous avez raison, tout à fait assumé. Pas naturel, mais pas... Pratiquement assumé, puisque le favori probable à la présidentielle actuelle, Alain Juppé, qui était à l'époque chef de la diplomatie française, avait dit sur je ne sais plus quelle grande radio française que, effectivement, quand on s'engage militairement dans un pays comme la Libye, bien entendu qu'on s'attend à avoir quelques retombées intéressantes. Et je pense que dans la défiance de la population libyenne à l'égard des intentions réelles ou supposées prêtées aux puissances occidentales, ça n'est pas du tout oublié, et je pense que c'est un des facteurs délétères fondamentaux de la situation aujourd'hui. Et pour vous, quand on se souvient de cette intervention, justement, qui était le sujet de ce rapport publié à Westminster aujourd'hui, on se souvient de ces populations de Benghazi qui étaient menacées. Le monde entier s'en était ému, qui avait peur d'être massacré par les troupes du colonel Kadhafi qui avançait à l'époque. En fait, selon vous, c'était le pétrole. C'était ça la raison de notre intervention. Non, j'irai pas du tout jusqu'à dire ça. Mais en tout cas, quand on s'intéresse à l'évolution des choses au-delà de cette intervention, il est certain et on le retrouve aujourd'hui, que l'accès au brut libyen est un élément décisif de la situation, qui n'a pas été correctement pris en compte à l'époque, et aujourd'hui, il y a peut-être un rapport de force qui est en train de se reconstituer, qui serait peut-être une forme d'ouverture. À partir du moment où on assume que l'enjeu fondamental de cette situation, pour la répartition de la manne pétrolière et le fonctionnement d'un éventuel futur État libyen, c'est sûr que ce que fait le général Haftar permet peut-être de donner une possibilité de rééquilibrer les choses. Je n'en sais rien, c'est une négociation. Les choses sont plus visibles. Ce qui est remarquable, c'est de se remémorer quand même la séquence. On ne parlait qu'en termes de droits de l'homme, de protection des droits de l'homme, d'enjeux humanitaires, avec un paravent ou des paravents, avec des acteurs médiatiques qui sont habitués à jouer finalement ce paravent des intérêts nationaux. Je pense à Bernard-Henri Lévy, qui aujourd'hui ne veut plus assumer la responsabilité qui est la sienne, mais qui, au regard même du rapport, il est visé implicitement. On parle d'acteurs médiatiques qui ont joué le jeu finalement d'intérêts nationaux. Bien, encore une fois, il faut bien avoir à l'esprit que ce sont les Libyens dont on a rappelé la responsabilité aujourd'hui, sont malgré tout aussi eux qui payent le prix de nos jeux de puissance et de nos jeux d'intérêt. Donc il faut aussi avoir cela à l'esprit. On va y revenir tout de suite, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du débat de France 24.